Et si la fermeture d'une ambassade n'était pas la fin d'une histoire, mais l'étincelle d'une révolution? Le 9 octobre 2025, Ouagadougou retient son souffle. Les États-Unis annoncent, sans explication, la suspension totale de tous les services de visa. Quelques heures plus tard, une nouvelle onde de choc traverse le pays. Désormais, toute demande de visa sera traitée à Lomé, au Togo. 2 lignes administratives, un simple déplacement de dossier, et pourtant, toute une région se fige, comme si l'avenir venait de basculer sur un détail de bureaucratie. Pour comprendre la portée de ce geste, il faut se souvenir d'autres moments où un acte administratif, en apparence anodin, a bouleversé le cours de l'histoire. Quand, en 1960, l'Afrique francophone a obtenu son indépendance, cela n'a pas commencé par une grande bataille, mais par la signature de quelques traités. L'Afrique du Sud, avec l'apartheid, contrôlait la mobilité de ses citoyens à l'aide de simples passes, des papiers, des tampons, des files interminables, et toute une population maintenue dans l'attente, soumise à la volonté d'autrui. Dans tous ces cas, la bureaucratie fut l'outil d'un rapport de force silencieux, mais redoutable. À Washington, on parle d'un simple ajustement technique, un détail, une question logistique. Mais au Burkina Faso, la sentence est claire. C'est une punition politique. Un avertissement muet, peut-être plus efficace que les discours ou les sanctions. Cette fermeture n'est pas sans rappeler la guerre froide, lorsque l'accès à un visa pour voyager à l'Ouest était réservé à quelques privilégiés, instrumentalisés au gré des alliances et des tensions idéologiques. Le président Ibrahim Traoré, à la fois ferme et lucide, refuse de céder à la colère ou à la victimisation. Sa réponse, posée mais tranchante, résonne comme un appel à la résistance. Ils peuvent déplacer la fenêtre à Lomé, mais l'Afrique ouvrira son propre ciel. Derrière cette formule, une promesse, transformer l'obstacle en opportunité, la fermeture en espace de création. Chaque porte qui se ferme agit comme un miroir, invitant à la réflexion. S'agit-il d'une décision technique ou d'une opération délibérée pour restreindre la souveraineté africaine, pour contrôler qui circule, qui rêve, qui espère? Cette question, brûlante, traverse bien plus que les murs d'une ambassade. Elle ébranle les fondements mêmes de la dignité d'un peuple. Ce n'est pas qu'un problème de visa. C'est une bataille pour la dignité, la liberté de mouvement, le droit de décider de son destin. Rester observateur, c'est accepter de laisser d'autres choisir qui voyagent, qui rêvent, qui restent dans l'ombre. C'est accepter d'être spectateur de sa propre histoire. Mais à quel moment la tension a-t-elle basculé? Par quel choix, quelles forces invisibles, ce bras de fer silencieux est-il né? Il faut remonter, comme on remonte un fil fragile, jusqu'au premier signe de rupture. Les mois qui précèdent l'annonce avaient déjà laissé entrevoir la fissure. Dans les couloirs feutrés des ambassades, des discussions s'enchaînaient. Washington, inquiet de l'évolution géopolitique du Sahel, multipliait les visites, tentait de réaffirmer son influence. Mais la jeunesse burkinabé, elle, se détournait. Elle rêvait d'ailleurs, d'un ailleurs construit sur ses propres valeurs. Derrière chaque ligne administrative se cache un jeu de pouvoir insoupçonné. Au Burkina Faso, ce jeu silencieux prend soudain une ampleur historique, prête à bouleverser tout un continent. L'histoire regorge de moments similaires. En 1947, l'Inde, fatiguée des humiliations coloniales, s'est soulevée non pas sur un champ de bataille, mais en refusant le sel britannique, transformant l'interdiction en symbole de résistance. Ici, le visa devient le sel du Sahel, une ressource contrôlée, un privilège arraché à ceux qui la convoitent. 3 semaines avant l'explosion de la crise, Washington approche discrètement Ouagadougou. Leur proposition, un soi-disant protocole de retour sûr. Sous ce terme lisse, une réalité brutale. Le Burkina Faso devrait servir de point d'accueil pour les migrants africains expulsés des États-Unis, devenant ainsi l'arrière-cour de refoulés, parfois inconnus des propres autorités du pays. Ce genre de deal n'est pas nouveau. Dans les années 2000, l'Union européenne a déjà tenté de conclure des accords similaires avec la Libye, la Turquie ou le Maroc pour externaliser la gestion des frontières et des migrants. La réponse d'Ibrahim Traoré est immédiate.
D'un ton sans appel, il tranche. Nous ne serons pas le point d'arrivée de l'exil imposé. Pour lui, accepter, ce serait sacrifier la souveraineté, effacer la dignité, inscrire son pays dans une logique de soumission. Ce refus s'inscrit dans une tradition africaine de résistance. Mandela, Nkrumah, Sankara, tous ont, à leur manière, opposé des non retentissants à ceux qui voulaient dicter leur avenir. À peine le refus annoncé, la riposte américaine s'abat. Du jour au lendemain, tous les services de visa sont suspendus. Pas de discussion, pas d'alerte. Dans les rues, sur les ondes, la mesure est vécue comme une punition, pas comme une simple formalité. Washington n'a pas besoin de mots. Refuser, c'est subir la fermeture. Cette brutalité feutrée rappelle la diplomatie du dollar, utilisée pendant la guerre froide, pour récompenser ou sanctionner les alliés selon leur docilité. En quelques jours, la tension sature l'ère burkinabé. Les médias africains se saisissent du terme « visa-diplomatie ». Certains dénoncent un embargo moderne, invisible, mais implacable. Devant l'ambassade close, des citoyens brandissent des pancartes de fortune. Nous sommes citoyens, pas quémandeurs. D'autres citent Sankara. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Le mouvement déborde la simple question des visas. Pour une génération entière, il s'agit de refuser le statut de demandeur, d'échapper à l'attente et à la dépendance. Ne pas comprendre cet élan, c'est condamner l'Afrique à rester prisonnière, à toujours demander sans jamais imposer ses propres règles. C'est comme si, pour la première fois, la société civile décidait de rompre le cercle vicieux de la soumission bureaucratique. Ce bras de fer ne se limite plus aux chancelleries. Il s'apprête à embraser l'opinion, à galvaniser la jeunesse et à propager une onde de choc bien au-delà du Burkina Faso. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags tels que « Africa without visa » ou « Do dignité sans frontières » deviennent viraux, traduits en plusieurs langues locales. Les influenceurs, artistes et sportifs s'en emparent, amplifiant le message. Mais derrière la colère et la fierté, une inquiétude gronde. Jusqu'où Washington est-il prêt à aller? Et qui, en Afrique, osera suivre l'exemple du Burkina Faso? Ce n'était pas une simple porte close, c'était l'éveil d'un peuple entier. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, la rue s'est embrasée. À Ouagadougou d'abord, puis à Dakar, Bamako, Lomé. Marchands, étudiants, enseignants, chauffeurs, tous convergent, une même colère dans la gorge. Plus de 100 000 personnes, tous âges et milieux confondus, soudés par un refus qui les ronge depuis des années, la négation du droit de circuler, la violence sourde des visas refusés. Partout, des pancartes improvisées, des slogans claques, peints à la hâte, brandis très haut. Nous ne sommes pas demandeurs, nous sommes des citoyens. Mais un cri, plus puissant, surgit au-dessus de la foule. Dignité n'est pas un document. En quelques heures, ce mantra déferle, repris sur les réseaux, scandé dans les marchés, les écoles, les universités. La blessure administrative devient une cause partagée, traversant les générations. Pour la première fois, la douleur du refus de visa, cette honte muette, se raconte sans masque. Les témoignages affluent, le père recalé à l'aéroport, la sœur dans l'attente, l'étudiant bloqué à la frontière. Chacun reconnaît un fragment de sa propre histoire, enfin exposé à la lumière. Une grand-mère, qui n'a jamais quitté son village, raconte comment le rêve d'emmener sa petite-fille étudier à l'étranger s'est brisé devant un guichet fermé. Un entrepreneur, qui devait signer un contrat à l'international, se voit refuser la chance d'exporter le savoir-faire local. Sur la grande place de la capitale, le président Traoré monte à la tribune. Sa voix grave fend la clameur. Ils peuvent restreindre nos mouvements, pas notre esprit. Un silence dense s'installe. Ces mots frappent, ils deviennent le drapeau d'un peuple décidé à ne plus être enfermé derrière ses frontières. La foule applaudit, certains pleurent, d'autres filment, conscients de vivre un moment qui marquera les manuels d'histoire. La mobilisation déborde vite les murs du Burkina Faso. À Bamako, Abidjan, Niamey, les foules marchent, solidaires. Les radios propagent les discours, les réseaux tissent une toile de résistance sur tout le continent. Pour la première fois depuis l'indépendance,
la question de la mobilité, de la dignité et de la souveraineté africaine devient brûlante, discutée dans les rues, les familles, les parlements. Des étudiants rédigent des pétitions, des artistes organisent des concerts de soutien, des universitaires publient des tribunes. L'humiliation se mue en projet. Ministres, intellectuels, jeunes entrepreneurs proposent un pacte de libre circulation régionale. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire signent une déclaration commune. La dignité ne se négocie pas, elle s'exerce. Cette initiative rappelle la création de la CEDEAO dans les années 70, qui visait déjà à faciliter la circulation des personnes et des biens. Mais cette fois, l'élan est populaire, porté par une volonté d'émancipation. Pour répondre à l'urgence, un fonds spécial est lancé, alimenté par des banques ouest-africaines et des investisseurs privés. Il permet la création de compagnies aériennes africaines, garantissant des liaisons directes entre capitales. Les premiers vols symboliques partent de Ouagadougou vers Bamako, puis vers Niamey, transportant gratuitement artistes, chercheurs, étudiants, sous les acclamations des foules. Un jeune pilote, formé localement, devient le visage de ce nouveau départ, interviewé par les médias du continent. L'unité nationale se forge à un rythme inédit. Les vieilles rivalités s'estompent devant l'ampleur du défi. Une fierté nouvelle se répand, portée par la certitude que l'Afrique peut désormais tracer ses propres contours. Dans les écoles, les enseignants intègrent la question de la mobilité et de la souveraineté dans leurs cours. Des expositions sont organisées pour raconter l'histoire des migrations africaines, rappelant que le déplacement n'a jamais été un crime, mais une force de renouvellement. Mais cette énergie est fragile. Laisser passer l'instant, ce serait accepter de retomber dans la dépendance, l'humiliation sourde, la peur de l'arbitraire. Ce serait abdiquer la chance d'inventer une autre manière d'exister sur la scène mondiale, selon ses propres règles. Les exemples historiques abondent. La fenêtre d'opportunité créée par les indépendances a parfois été refermée faute d'action concrète. Ici, la vigilance est de mise. La riposte internationale ne tarde pas. Les premiers signes de pression extérieure apparaissent, menaçant l'équilibre fragile qui vient de naître. Les ambassades occidentales publient des avertissements à destination de leurs ressortissants, certains médias évoquent le risque d'isolement économique, d'autres agitent la menace d'une baisse des investissements étrangers. Mais le Burkina Faso et ses alliés restent fermes, multipliant les contacts avec des partenaires asiatiques, sud-américains et même certaines diasporas africaines en Europe et aux États-Unis. Quand un peuple ose dire non, même les géants doivent revoir leurs plans. Ce refus, parti du Burkina Faso, a résonné jusque dans les couloirs des capitales africaines, forçant Washington et l'Europe à sortir de leurs réserves. Leur peur? Que le courage burkinabé déclenche une vague capable de bouleverser l'ordre établi sur tout le continent. Lorsque la Tunisie s'est soulevée en 2010, la flamme s'est propagée, donnant naissance aux printemps arabes. Ici, l'étincelle pourrait bien embraser toute l'Afrique de l'Ouest. Face à ce choc diplomatique, la riposte africaine a été immédiate. Les chefs d'État du Sahel, longtemps isolés, ont fondé la toute première coalition du Sahel. Plus fort encore, un traité inédit sur la mobilité a été signé. Les frontières s'ouvrent, et désormais, les citoyens du Burkina Faso, du Niger et du Mali circulent, étudient et commercent librement, sans entrave et sans dépendre d'agendas extérieurs. Une première historique, qui rappelle la libre circulation entre pays scandinaves ou le rêve du passeport unique africain. Dans les rédactions occidentales, c'est l'incompréhension. Les experts parlent de rejet de l'Occident, alors qu'il s'agit surtout d'un cri pour l'antidépendance. Ce n'est pas l'Amérique qui est visée, mais un système où l'Afrique doit toujours demander la permission. Les mots changent. Nous voulons choisir, pas seulement dire non. Les répercussions économiques arrivent vite. Des compagnies aériennes africaines renaissent, reliant des villes autrefois oubliées. Des étudiants qui rêvèrent de partir découvrent de nouveaux horizons chez eux. De jeunes entrepreneurs reviennent à Ouagadougou, Bamako et Niamey, convaincus que l'avenir s'écrit désormais ici et non ailleurs. Des incubateurs locaux voient le jour, proposant des formations à l'innovation, à la gestion de projets, à la coopération transfrontalière. L'exemple burkinabé ne s'arrête pas aux frontières.
Il inspire la création de visas panafricains, abolissant des barrières qui séparaient jadis le continent. L'Union africaine ouvre des discussions pour nouer de nouvelles alliances, loin des influences imposées. L'Afrique réalise qu'elle peut enfin devenir le centre, et non la périphérie, du jeu mondial. Cette dynamique rappelle le mouvement des non-alignés qui, dans les années 60, a permis aux pays du Sud de peser sur la scène internationale. La plus grande leçon de cette crise? La souveraineté ne se négocie plus. Elle s'impose haut et fort, par des actes. Rater cette occasion, c'est laisser d'autres définir ce que signifie être africain dans un monde en pleine mutation. C'est accepter que d'autres écrivent le dictionnaire de votre avenir. La prochaine décision sera cruciale. Le continent saura-t-il préserver cette unité naissante face aux pressions extérieures? Le compte à rebours a commencé, et chaque choix pèsera sur l'avenir de l'Afrique. L'histoire récente enseigne qu'il suffit parfois d'un geste, d'un mot, pour faire basculer l'équilibre. Mais il faut aussi bâtir sur la durée, ancrer les changements dans la société civile, dans les institutions, dans l'éducation. Et si la véritable victoire, c'était d'apprendre à ne plus demander la permission? La crise actuelle dépasse largement le cadre des visas ou des frontières. Elle marque la naissance d'un état d'esprit neuf, une posture qui rejette la victimisation et proclame l'égalité, sans hésiter. Quand l'exclusion devient la règle, elle peut aussi se muer en opportunité. Plutôt que de subir les portes closes, le Burkina Faso a transformé l'isolement en un véritable laboratoire d'initiative. Lancement du programme Open Sky pour ouvrir le ciel africain à ses citoyens, renforcement de la mobilité régionale et essor spectaculaire des médias locaux qui s'adressent à l'Afrique, pour l'Afrique. Une station de radio, créée par des journalistes burkinabés, diffuse en 15 langues nationales, donnant la parole à ceux qui n'avaient jamais eu accès aux médias traditionnels. Des plateformes numériques voient le jour, facilitant les échanges entre jeunes talents du continent. Ce refus de plier, cette affirmation de la dignité, c'est le grain de sable qui peut gripper la machine du statu quo mondial. Car l'unité populaire, lorsqu'elle se manifeste dans la rue, sur les ondes ou dans les urnes, possède le pouvoir de renverser des équilibres que l'on croyait figés depuis des générations. C'est l'énergie d'une jeunesse qui proclame chaque matin « Nous ne sommes pas des demandeurs, nous sommes des bâtisseurs ». Se réapproprier son identité commence par la langue et les symboles. Dire « dignité », ce n'est pas brandir un slogan creux. C'est choisir des mots qui relèvent, qui guérissent, qui rassemblent. Les drapeaux levés, les chansons en langue locale sur les ondes, les slogans réinventés. Ce ne sont pas de simples traditions, mais la reconquête des imaginaires. À Abidjan, une chorale d'enfants entonne un hymne écrit pour l'occasion, diffusé sur Internet et repris jusque dans la diaspora à Paris ou Montréal. Ici, la diplomatie n'est pas la provocation vaine. C'est la patience stratégique, la constance sur le temps long. Refuser d'être enfermé dans l'urgence ou la colère, mais imposer son propre rythme, ses propres termes, sans jamais détourner le regard. Les leaders burkinabés participent à des forums internationaux, non pour quémander, mais pour proposer des modèles alternatifs de coopération, basés sur l'égalité et le respect. La dignité devient alors un véritable outil de négociation. Ce n'est pas un mot figé, c'est un levier. Autour de la table, ce qui pèse n'est plus la menace ou le chantage, mais la cohérence d'un peuple debout, prêt à transformer l'affront en opportunité. Lors des négociations commerciales, le Burkina Faso impose désormais des clauses de réciprocité, inspirées par l'exemple du Brésil ou de l'Inde. Attention cependant, l'orgueil mal placé peut mener à l'isolement stérile. La tentation de fermer toutes les portes, de se replier, existe bel et bien. Mais la leçon ici est différente. Transformer chaque épreuve en partenariat, selon ses propres termes. Faire de chaque exclusion un territoire à conquérir, et non une prison. L'histoire du Japon, qui s'est ouvert au monde après des siècles de fermeture, montre que l'autonomie est compatible avec l'échange, à condition d'en choisir les modalités. Rester spectateur, c'est laisser la dignité se dissoudre en mirage, un mot creux sur une banderole. Mais agir, c'est la rendre tangible et la transformer en moteur de progrès pour tous. Chacun détient un rôle dans cette transformation,
en commençant par ceux qui refusent désormais de demander la permission et osent écrire leurs propres règles. Ce sont souvent de petits gestes qui font la différence. Soutenir une coopérative locale, enseigner l'histoire africaine à ses enfants, participer à un débat citoyen. Mais qu'en est-il de ceux qui observent encore, sceptiques ou résignés? C'est à eux désormais que s'adresse la prochaine étape de ce mouvement. Les révolutions pacifiques, de la chute du mur de Berlin à la marche du sel de Gandhi, n'ont triomphé que lorsque les indécis ont rejoint l'élan collectif. Ils ont verrouillé la porte. Nous avons bâti un hall. Maintenant, c'est à vous de tracer votre propre voie. Que vous soyez étudiant, commerçant, enseignant ou simple citoyen, chacun peut contribuer à l'écriture de cette nouvelle page. Ne laissez pas la vague tomber dans l'oubli. Ce qui s'est joué au Burkina Faso n'est pas une simple note diplomatique. C'est un appel. Un appel à tous ceux qui refusent d'attendre la validation d'autrui pour exister pleinement, à ceux pour qui la dignité est un étendard. Cette histoire doit inspirer des initiatives concrètes, créer des ateliers de discussion dans les quartiers, organiser des forums sur la mobilité, écrire, filmer, archiver les témoignages de ceux qui ont vécu la fermeture des portes. En quelques jours, une décision froide s'est muée en séisme. Là où certains n'ont vu qu'un obstacle, d'autres ont choisi de bâtir une route pavée d'idées neuves, de courage et de solidarité. Aujourd'hui, la véritable force contre l'isolement, ce n'est pas la colère, mais l'action collective. De nouvelles associations voient le jour, portées par des jeunes femmes et hommes déterminés à changer la donne. Imaginez, si chaque refus, chaque barrière, devenait le point de départ d'un nouveau souffle, d'un choix d'indépendance. Le danger, c'est de regarder l'histoire défiler sans y prendre part, de redevenir spectateur quand d'autres écrivent le récit. Mais l'enjeu, c'est de garder cette étincelle allumée, de la nourrir dans nos mots, nos choix, et surtout dans nos actes quotidiens. Un enseignant peut transformer un refus de visa en leçon de persévérance pour ses élèves, une mère en histoire de courage pour ses enfants. Ne laissez pas cette crise devenir une anecdote oubliée. Faites-en un symbole, un cri partagé à travers le continent et au-delà. Racontez cette histoire, partagez-la autour de vous, sur les réseaux, dans les écoles, sur les marchés. Refusez la résignation, refusez la routine de la dépendance. Organisez des journées de la dignité, où l'on célèbre les réussites locales, où l'on débat des défis à venir. Devenez l'écho de cette dignité retrouvée. Rejoignez ceux qui, au lieu de s'indigner en silence, s'organisent, créent, bâtissent. Signez les appels, soutenez les initiatives locales, discutez avec vos proches de ce que signifie vraiment vivre sans permission. Un simple partage sur les réseaux sociaux, une discussion autour d'un thé, peut ouvrir des horizons insoupçonnés. Car ce n'est pas qu'au Burkina Faso que l'on ferme des portes. Cela arrive partout où l'on voudrait réduire un peuple à sa capacité de demander, plutôt qu'à sa volonté de créer. Chaque discussion, chaque partage, élargit ce mouvement. En Afrique du Sud, au Sénégal, au Maroc, en Égypte, les mêmes questions se posent, les mêmes défis attendent des réponses audacieuses. Redressez la tête, inspirez profondément. Vos voix, vos choix, sont l'étape suivante de cette révolution pacifique. Ne laissez personne dessiner votre horizon à votre place. Prenez le temps d'imaginer, de rêver, de construire. Même les plus grands mouvements commencent par un pas modeste, une main tendue, une parole partagée. À vous, désormais, de transformer l'élan en relais. Soyez ceux qui ouvrent des passages, qui osent rêver et faire rêver. La vraie indépendance s'invente chaque matin, dans chaque décision autonome. Écrivez, construisez, innovez, et surtout, gardez vivante la flamme de la dignité. Le chemin